Bonjour à tous, souvenez-vous, il y a quelques mois je vous présentais Antonin et Xavier, l'équipage de l'Odyssée électrique. Depuis, ils sont partis faire le tour du monde en voiture électrique de série. Ils sont de retour à Strasbourg et ce soir dans l'hebdo du Dédé, ils vous le racontent. Le reste, c'est dans le sommaire. La région Alsace lançait la semaine dernière le club des utilisateurs de véhicules électriques. Nous y étions, on vous explique à quoi ça sert. Dans ce magazine, un point également sur le trafic urbain, la pollution atmosphérique qui en découle et les conséquences sanitaires et environnementales. Enfin, l'élémentaire de la semaine parle des ampoules à incandescence. Bonjour Xavier, bonjour Antonin. Donc on vous a rencontré il y a 7 mois à peu près. Vous partiez alors faire le tour du monde en Odyssée électrique. Donc ils sont passés depuis par la Chine, le Kazakhstan, la Russie, les États-Unis, j'en passe, j'en oublie. On peut voyager en voiture électrique ? Bah oui, nous on l'a fait du coup puisqu'on a réalisé le pari qui était de faire le premier tour du monde en voiture électrique de série. Et alors on n'était pas sûr que ça marche partout, mais aussi bien au Laos à la saison des pluies, sur les contreforts de l'Himalaya ou même dans le désert de l'Ouest américain avant les Rocheuses, on est passé avec notre voiture et on a réussi à trouver des prises. Le défi c'était pas d'aller le plus vite possible, on en parlait. C'est l'autonomie de la voiture électrique, c'est 150 km, donc ça veut dire que vous deviez vous recharger. C'est quoi toutes les 2 heures, quoi, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, on se rechargeait toutes les 2 heures et pour prendre un peu de marche, c'était tous les 100-120 km environ. Et l'idée à travers ça, c'était d'une part de prouver la fiabilité de la voiture électrique et de montrer qu'on peut l'utiliser au quotidien assez facilement. Et pour nous, c'était aussi une superbe opportunité de rencontrer des gens. Alors, il y avait deux types de rencontres. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient au courant de votre tour et donc qui s'étaient inscrits sur Internet pour vous dire venez vous recharger chez moi. Puis il y avait les gens que vous rencontriez comme ça dans la rue. Ça se passait comment pour aborder les gens au fond de la Chine, par exemple? Il y avait un certain nombre de personnes qui s'inscrivaient sur notre site, mais ça représentait peut-être entre 10 et 5% des gens, parce qu'il fallait que ce soit quand même sur le trajet, qu'en plus ça tombe au bon moment, etc. Et après, les autres personnes, on allait les aborder au hasard de là où on s'arrêtait, on allait frapper aux portes et puis souvent ça se faisait avec les mains, on montrait la rallonge, on montrait la voiture électrique qui nous aidait, voilà. On avait un petit papier où il y avait le dessin du tour du monde, de notre trajet, donc les gens comprenaient assez facilement. Il y a beaucoup de curiosité autour de ce tour du monde, que ce soit les gens que vous aviez rencontrés, les journalistes. L'autre soir à la Maison de la Région, il y avait le lancement du club des véhicules électriques. Vous y étiez, nous y étions. Reportage. Une région qui se veut innovante, une voiture qui se veut du futur et beaucoup de curieux avec beaucoup de questions. C'est la recette du club des utilisateurs des véhicules électriques. Le but, rassembler ces pionniers en Alsace pour faciliter leur usage au quotidien, les retours d'expérience et la multiplication de ces voitures qui passent enfin la seconde. Peu de modèles disponibles, prix élevé, possibilité de recharge limitée. Longtemps, fallait être motivé pour en avoir une. La région Alsace mise donc sur l'électrique et vise les 500 membres. Le service de mobilité avec voiture électrique, c'est ça qui est un des éléments de l'avenir. L'avenir, c'est pas la voiture électrique qui va remplacer. C'est un élément de plus dans la panoplie. La région offre une prime à l'achat de 5 000 € aux premiers acquéreurs. Trop tard pour les retardataires, mais l'État propose toujours une prime écologique de 7 000 € à l'achat. On l'a vu dans le reportage, donc il y a beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. C'est quoi les questions qui revenaient le plus souvent quand vous rencontriez des gens? C'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Alors effectivement, c'est comment ça marche, parce que les gens en général n'ont jamais vu de voiture électrique, donc ils étaient curieux d'en voir une et puis de constater que ça fasse pas de bruit. Et puis la grosse curiosité quand même, c'est quand ils comprennent qu'il y a cette contrainte assez importante de recharger la voiture tous les 100 km ou même à Kuala Lumpur, et de se dire la voiture, mais comment ils ont réussi à arriver jusqu'ici en devant s'arrêter sans connaître personne sur la route. Est-ce qu'il y a eu des rencontres un peu sympas, des anecdotes? Parce que c'est quoi une recharge? C'est 5-6 heures je crois, donc vous restiez chez les gens? Prétexte à des rencontres et à découvrir finalement le quotidien des gens, parce qu'avec notre voiture électrique, on pouvait pas faire de grands détours pour passer par des sites touristiques assez connus. Au Kazakhstan, on se recharge dans un petit magasin. Et puis donc il y a un Kazakh qui arrive, on lui explique le projet, il est assez emballé. Écoutez, venez recharger chez moi, je vais vous présenter ce que je fais. Et effectivement, il avait une ferme où il élevait des cerfs et il proposait des soins à base de cerfs. Donc c'était soit nous on a bu du sang de cerf, un cocktail de sang de cerf et vodka, soit des bains de sang de cerf. C'est le type de choses qu'on découvre comme ça au hasard de nos pérégrinations autour du monde.
Alors là, c'est les bons côtés. Est-ce qu'il y a eu des grosses galères? Est-ce que partout vous trouvez une prise? Est-ce que la voiture a supporté absolument tout? La voiture a supporté tous les terrains dans lesquels on l'a amené. On est passé par des endroits pas terribles au niveau route, notamment je pense au Laos où il y a des énormes cratères tous les 200 mètres sur la route. Il y a eu le Kazakhstan aussi où il y a des routes qui sont fermées pour travaux et là tout d'un coup on se tape 30 km de pistes. On a trouvé de l'électricité aussi partout, même dans les coins les plus reculés. Alors on parle pas mal du Laos parce que c'est l'un des pays les plus pauvres par lesquels on est passé. La plupart des maisons sont en bois et en paille. Même dans ces situations-là, il y a l'électricité. Après, nous, le problème qu'on a eu, c'est de trouver des endroits habités dans des régions qui sont parfois désertiques. Donc, par exemple, dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Et là, on a une grosse galère de vent. On nous avait raconté quelques jours avant que c'était une région qui s'appelle le Xinjiang, où il y avait tellement de vent que des fois, ça pouvait renverser des trains. Et puis sur place un soir, alors en plus ça arrive le soir évidemment, au milieu du désert, il y a la batterie de la voiture qui commence à diminuer très vite, beaucoup plus vite que d'habitude. Et comme c'est un vent de face, du coup ça a impacté assez fortement l'autonomie. Donc on s'est arrêté en catastrophe dans une station-service qui heureusement était là. Après c'est vrai que ce qu'on répète aussi c'est que nous c'est un usage particulier pour faire de la promotion du véhicule électrique, mais que l'usage normal de ce mode de transport, c'est un usage urbain ou périurbain. L'usage urbain, justement, ça me fait ma transition. On en parle tout de suite dans ce reportage. Strasbourg est une des villes les plus embouteillées d'Europe. Ça pose des problèmes au volant, mais ça pose aussi des problèmes sur la santé. Reportage, et puis on se retrouve juste après. L'A35, les abords de la route du Rhin et du Heiritz ou le centre-ville de Strasbourg, autant d'endroits où la population, la circulation et donc la pollution atmosphérique se concentrent. Dans la CUS, le trafic routier est responsable de plus de la moitié des émissions de dioxyde d'azote et de 33% des particules des principaux polluants de l'air. Des polluants issus de la combustion des moteurs et mesurés au quotidien par l'ASPA. Mais depuis plusieurs années, les taux de pollution à Strasbourg explosent les limites fixées par l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé. Il faudrait effectivement limiter et réduire donc cette pollution automobile de moitié sur l'agglomération de Strasbourg pour espérer respecter ces normes. En attendant que ça s'améliore avec ces voitures plus performantes en termes environnementaux, il faut effectivement réfléchir à la notion de barrière environnementale. Ça veut dire que combien de voitures en quelque sorte peut-on laisser entrer en ville et à quel moment? Une pollution de l'air qui a des conséquences sanitaires. Les maladies respiratoires comme l'asthme et les bronchites chroniques sont en hausse. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont montré par exemple que les gens qui habitent près des autoroutes, par exemple à moins de 100 mètres, ont plus de symptômes. L'aggravation, effectivement, est liée aux petites particules et aux produits azotés. Ces éléments-là provoquent une inflammation et aggravent en général les symptômes de ces patients. On le remarque parce qu'ils sont obligés d'augmenter leur traitement. Seule solution, réduire la pollution dans les villes. Un plan de protection atmosphérique en vigueur depuis 2008 est actuellement révisé et devrait entrer en vigueur prochainement, en attendant d'avoir des véhicules plus neutres pour l'environnement. Selon vous, à quelle problématique répond le véhicule électrique? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la décongestion des villes parce que c'est souvent plus petit? Est-ce que c'est l'économie? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs problématiques et suivant les endroits où on vit, la problématique n'est pas la même. Enfin, en tout cas, c'est pas la même qui est perçue. En France et de manière générale, en Europe, les gens, quand ils pensent voiture électrique, ils pensent à l'écologie en premier, parce que ça pollue moins. Alors, localement, ça pollue pas du tout, parce qu'il y a rien qui sort de la voiture. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui habitent en ville. Et puis, globalement, au niveau du pays, ça pollue en fonction des moyens de production énergétique. Donc, quand on est dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, les gens ne pensent pas à l'écologie en premier. Ça permet d'utiliser moins de pétrole et d'être moins dépendant par rapport aux pays producteurs de pétrole, de payer moins cher aussi son carburant, et puis aussi un confort d'utilisation qui est agréable, ça fait pas de bruit, donc ça c'est agréable à la fois pour la personne qui conduit et à la fois pour les gens autour, parce qu'on peut parler normalement dans la rue. Et puis il y a en plus une réactivité du moteur qui est meilleure que sur une voiture thermique du même gabarit. Juste intéressant à noter là justement par rapport au lancement du club des véhicules électriques, le plaisir de conduite et le plaisir de conduire quelque chose de nouveau qui est en plus utile pour l'environnement est vraiment pas à sous-estimer. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des gros fans maintenant de voitures électriques qui voient ça comme la voiture du futur ou autre. Bah oui, alors il y a pas mal de fans, il y a aussi des gens qui
pour revenir sur l'aspect plus économique, ils ont calculé combien ils allaient économiser s'ils utilisaient une voiture électrique plus qu'une voiture essence. Il y avait par exemple, je crois, des médecins ou des agents immobiliers donc qui font des petits trajets. Donc pour eux, il n'y a pas vraiment de problématique d'autonomie. Par rapport à la voiture du futur, nous, on est convaincus en tout cas que ce sera un moyen de transport dans le futur qui sera utilisé encore plus que maintenant. Sachant que le but ultime n'est pas que toutes les voitures soient des voitures électriques. Les voitures électriques aujourd'hui, c'est prévu pour certains types d'usages. Le mieux étant d'utiliser les transports en commun, je pense. Et vous-même, maintenant que vous êtes rentré en France, que vous avez retrouvé une vie normale ou vous allez bientôt la retrouver, vous allez acquérir une voiture électrique ou transport en commun? C'est bien. Alors le comble, c'est que finalement, la voiture électrique, quand on habite en centre-ville, comme nous à Paris par exemple, c'est pas évident de trouver un point de recharge. Et donc j'en ai fait la douloureuse expérience parce que j'ai un parking à l'endroit où je loue un appartement, mais par contre je n'ai pas de prise électrique. Ça va être ça votre nouveau combat maintenant après le tour du monde? On va faire autre chose quand même, je pense, à côté. Moi j'ai prévu 6 mois pour ça et puis après je vais réfléchir à ce que je fais. Plus sérieusement, voilà, vous avez des nouvelles idées de défis, est-ce que vous allez encore un petit peu, je sais pas si vous pouvez capitaliser là-dessus, mais continuer un petit peu à parler de votre tour du monde? On vient d'arriver, donc on est encore un peu dans les bagages qu'on déballe, mais je pense que dans quelques semaines, dans quelques mois, on sera content que les gens viennent nous poser des questions, on sera sans doute un peu nostalgique. On a quelques petits projets encore, on va réfléchir peut-être à faire un documentaire ou peut-être un livre. Finalement, à chaque fois qu'on en parle, c'est un peu de la promotion du véhicule électrique qu'on fait, donc plus on en parle, plus on espère faire de convaincus de la voiture électrique. Si vous aviez un souvenir à garder de ces 7 mois, ce serait quoi? Une image? Moi, il y a deux trois images. Enfin, ça correspond à des moments qui m'ont vraiment marqué. Bon, c'est souvent des beaux moments. La première, c'est quand on est arrivé. Enfin, c'est les bisons. C'était la première fois de ma vie que je voyais des bisons. On est arrivé dans une ferme et c'était un ranch. Et c'était un ranch de bisons. Et la deuxième, c'est un moment plus difficile. C'était au Laos. Alors, on veut pas faire de la contre-pub pour le Laos, mais c'est vrai que pour nous, c'était un moment qui était pas évident par rapport à la voiture, de voir cette vision de route complètement défoncée avec la pluie, les trous qui sont remplis d'eau. En plus, on peut même pas vraiment voir s'ils sont très profonds. Et puis la dernière, c'était une très belle image. Moi, c'est un des paysages que j'ai trouvé les plus beaux. C'était le désert en Chine, le désert de Gobi. Donc c'est cette grande étendue avec la route quand même, pas mal de trafic, mais sur les côtés sans rien, avec ce paysage assez lunaire de rochers. C'est des désert de roches. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette émission, de nous avoir raconté vos souvenirs. Vous avez un site internet sur lequel les spectateurs peuvent continuer à regarder vos photos et vos vidéos. Pour nous, c'est pas tout à fait fini. Il reste encore l'élémentaire de la semaine. On parle cette semaine d'ampoules à incandescence et puis on se retrouve juste après. Capucine n'est pas contente. Elle cherche une ampoule à incandescence de 60 watts pour son luminaire de 1952, mais plus aucun magasin ne la vend. Pourquoi? Enquête. Bon sang, mais c'est bien sûr. L'ampoule à incandescence voit le jour en 1879. Moderne, elle a 2 papas, Joseph Swan et Thomas Edison. Son fonctionnement est simple, un filament de tungstène protégé par une ampoule de verre est porté à incandescence et produit ainsi de la lumière. Sauf qu'elle brûle la vie par les 2 bouts. Seuls 5% de l'énergie qu'elle consomme sert à produire de la lumière. Le reste, elle le gaspille sous forme de chaleur. Alors parce qu'aujourd'hui, les économies d'énergie, il paraît que c'est important, l'UE a décrété sa mise à mort progressive depuis 2008, une idée lumineuse. Elle disparaît donc au profit de lampes moins gourmandes en énergie, comme les LED ou les ampoules basse consommation qui durent plus longtemps, consomment moins et sont presque entièrement recyclables. Élémentaire? Bon, ce qu'on ne dit pas trop, c'est que ces petites nouvelles coûtent plus cher et contiennent parfois du mercure, pas top non plus pour l'environnement, mais bon. Allez, à l'échelle européenne, c'est en gros l'équivalent de la consommation électrique de la Roumanie qui sera ainsi économisée. Les Français ont jusqu'au 30 décembre pour acheter les dernières. Après quoi, les ampoules à incandescence s'éteindront définitivement. Et en même temps, il faudra apprendre à compter les lumens à la place des watts. Mais ceci est une autre histoire. À la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour votre nouvelle dose de DD. Et d'ici là, si vous ne pouvez pas attendre, rendez-vous sur notre site internet. Salut!